Merci, Monsieur Le Fur. Monsieur Molac. Oui, merci Monsieur le Président. Donc d'abord, je voudrais féliciter notre président rapporteur de son initiative, puisqu'effectivement, cela permet de faire avancer au moins le débat. Et je sais qu'il y a de nombreux députés qui l'ont fait aussi avancer avant. Et je pense que c'est bien de le reprendre maintenant. Alors, le fait que ce soit une proposition de loi plutôt qu'un projet de loi, ça permettra aussi de poser le débat entre nous, et peut-être d'une façon plus apaisée, et peut-être moins politicienne, puisque je crois que on sait bien que cette question-là, en fait, sépare les familles et les partis, puisque dans tous les partis, nous aurons des gens qui seront, enfin peut-être pas dans notre groupe, mais à part ça, nous aurons des gens qui seront contre et des gens qui seront pour. Alors donc, avec constance, détermination et volontarisme, ce n'est pas la première fois qu'on voit un certain nombre de députés prendre ce positionnement de ratification de la charte, et j'en suis satisfait. Alors, il y a effectivement un problème du côté des services de l'État, et j'en prendrai quelques exemples tout à l'heure pour vous informer de la situation directement sur le terrain. Alors, pour reprendre peut-être pour continuer sur le point peut-être un peu plus institutionnel, depuis 1992, nous sommes effectivement dans un certain blocage à ce niveau-là. Et je dirais que j'interprète comme le refus de reconnaître de façon légale la diversité culturelle de ce pays, qui est, en Europe, et même en Outre-mer, l'un des pays les plus divers au niveau des langues. C'est une richesse linguistique incroyable, que bien d'autres pays pourraient nous envier. Donc cette richesse, parce que pour moi c'est évidemment une richesse, ce n'est pas un problème, eh bien, on a un certain paradoxe en France, puisque la France est prête à défendre la richesse culturelle à l'extérieur, mais refuse de la reconnaître dans ses propres frontières, ce qui évidemment est un peu curieux. Alors j'imagine si, par malheur, l'État canadien devenait un État unitaire et qu'on décide que la seule langue de l'administration soit l'anglais, je ne sais pas quelle serait la position de la France. Alors ce serait évidemment catastrophique à la fois pour la langue française et pour le Canada, mais je vous laisse imaginer. Paradoxe aussi de un certain nombre de personnes qui montrent la France comme le pays des droits de l'homme. Alors je ne sais pas si les droits de l'homme ont un pays, mais enfin bon, puisque les premiers droits de l'homme, si je me souviens bien, c'était dans la Constitution corse, qui a été détruite par l'invasion de Louis XV. Ensuite, il y a eu les États-Unis, et puis, effectivement, la France en troisième position. Alors, il faut voir que ce pays des droits de l'homme reçoit régulièrement des recommandations de la part soit du Conseil de l'Europe, soit de l'UNESCO, soit encore du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, qui l'engagent à aller vers une reconnaissance des différences linguistiques. Donc c'est une excellente initiative qui vise à hisser notre pays par rapport aux standards européens. Alors évidemment, je dirais, il s'agit de nous mobiliser, de voir les choses de façon positive. Alors j'ai aussi quelques réserves sur la déclaration interprétative, mais j'attends évidemment les explications de notre rapporteur et je ne doute pas de sa sagacité sur ce point. Et je vais passer maintenant à certaines questions qui ont été posées et qui sont des questions très concrètes. Par exemple, sur l'enseignement bilingue. On nous a dit de créer des postes. Il ne s'agit aucunement de créer des postes, puisque ceux qui sont en enseignement monolingue, quand ils passent en enseignement bilingue, ils ont des enseignants qui parlent les deux langues, mais il y a le même nombre d'élèves. Donc en fait, et le même nombre d'heures, donc il n'y a pas de surcoût. Mais même, Madame Bechtel, quand on a 30 enfants qui sont dans une classe bilingue, qui vont dans une classe monolingue, on forme une classe bilingue, c'est toujours 30 enfants et c'est toujours un enseignant. Et il y a le même nombre d'heures. Donc en fait, il n'y a pas de surcoût à ce niveau-là. Sur le nombre d'enfants qui sont en classe bilingue, alors c'est vrai que si on est au Pays Basque, on arrive à peu près à 33% de la population et 50% des écoles qui proposent un enseignement bilingue. Mais si on prend par exemple en Bretagne, on en est très très loin, puisqu'on doit être à peu près à 4% de la population scolaire. Ce qui évidemment est tout à fait insuffisant pour pouvoir voir une langue se pérenniser dans l'avenir.
Alors, pourquoi sécuriser au niveau juridique? Parce que tous les ans en Bretagne, nous avons des gens qui demandent à ce que leurs enfants soient inscrits dans une classe bilingue breton-français, et tous les ans, malgré qu'ils ont pu passer ce parcours du combattant, eh bien, on leur refuse cette inscription. Pour l'avoir fait moi-même, je peux vous dire que dans la classe bilingue, il a fallu que je convainque la mairie, que je convainque les enseignants, que j'aille chercher l'enseignant moi-même, le trouver, et qu'il y ait aussi le nombre d'enfants. Et à partir de ce moment-là, avec une occupation de l'inspection académique par-dessus le marché et un traitement médiatique adapté, nous avons pu enfin obtenir l'ouverture de cette classe bilingue. Donc je peux vous dire que ce n'est pas toujours... Alors, depuis, c'est vrai que c'était en 1993. Depuis, les choses se sont pacifiées. C'est vrai, ça va mieux. Mais il y a toujours quand même un certain nombre de difficultés. On est aussi dans l'insécurité. On parlait tout à l'heure des traductions. C'est vrai, le Conseil constitutionnel autorise les traductions. Mais quand le maire de Carhaix fait par exemple un livret de famille bilingue, avec une formule en français et en dessous la formule en breton, on lui dit « Ah non, 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 c'est pas bien. Il faut faire un document annexe qui sera mis... » Alors c'est plus une traduction, là c'est deux documents différents. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on nous dit « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Je prends encore l'affaire de Villeneuve-les-Maglones. Alors, un panneau marqué en français, un panneau marqué en occitan en dessous. Et donc il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais ça va générer des accidents. » Bon, très bien. On va au tribunal administratif, le tribunal administratif donne raison. Donc il faut enlever les panneaux. Non, mais je vous laisse imaginer le tollé si s'il fallait enlever en France toute la signalisation bilingue qu'il y a dans les régions. Alors, notre pays serait la risée de toute l'Europe d'une part, et d'autre part, c'est totalement impossible aujourd'hui. Donc, au contraire, ou dans certains départements, on est en train de généraliser la signalétique bilingue. Donc, on voit bien que là, nous n'avons pas de sécurisation du droit, et donc n'importe qui peut instrumentaliser la justice à un moment donné, parce que, bon, pour des raisons qui lui appartiennent. Alors, autrement, nous avons également très peu de choses dans les médias. Ça, c'est vraiment un point important, et permettre d'avoir un certain nombre de médias en langue régionale, c'est évidemment assurer la pérennité de ces langues. Alors, sur le rapport Caron, puisqu'il se trouve que j'en ai fait partie, le rapport Caron a bien parlé d'un acte juridique fort. Et puisque la commande qui nous avait été donnée était qu'à ce moment-là, le gouvernement ne voulait pas ratifier la charte européenne, donc nous en avons quand même parlé, et que nous avons dit si ça n'était pas possible, dans ces cas-là, il fallait passer à une loi. Mais que nous avons bien mis un ordre de priorité, et en première priorité, c'est bien la ratification de la charte. Donc on voit bien que alors on en est par contre avec la charte, la co-officialité, alors là on en est encore à des années-lumière. À des années-lumière. Juste aussi sur les questions ethniques. Il faut bien voir que ce n'est pas forcément un groupe qui est installé depuis des générations. Moi je connais des gens qui sont d'origine étrangère, européenne par exemple, et qui ont appris la langue bretonne et qui la parlent couramment. D'ailleurs, je suis moi-même le premier membre de ma famille depuis, je ne sais pas, peut-être le XIVe ou le XVe siècle, à parler breton, puisque mes parents parlaient plutôt le gallo. Donc moi, ça n'empêche. Alors que, évidemment, j'ai une boutade avec ça. Je dis que je suis le seul vrai breton, puisque je suis le seul capable de parler gallo, breton et français. Donc alors pourquoi les craintes des défenseurs des associations des langues? Parce que jusqu'à maintenant, si vous voulez, prenons l'exemple de la mission de service public. Donc l'usage du français obligatoire dans les missions de service public. Alors ça ne veut pas dire qu'on va obliger les fonctionnaires à parler les langues régionales, parce que là, on va plutôt les obliger à ne parler uniquement français. Alors j'attire votre attention sur deux choses. D'une part, c'est totalement impossible dans les territoires d'outre-mer. Parce que si les personnes qui vont voir les centres des impôts ou à Pôle emploi, si on ne leur parle pas en créole, alors que le créole est parlé par 90% de la population et que c'est la langue vernaculaire, eh bien je peux vous dire qu'ils n'arriveront pas à remplir les papiers administratifs. La deuxième chose, si on met ça en place, ça veut dire que lorsqu'il y aura un guichet quelque part, qu'il y a deux personnes qui
par exemple, parlent breton dans la vie, ils arrivent au guichet, et bien, à partir du moment où ils seront dans une administration, ils n'auront plus le droit de parler breton. Et on aura forcément un chef de service qui passera derrière et qui nous dira « c'est anticonstitutionnel, messieurs, arrêtez de parler votre jargon », quand il ne dira pas son baragouin par-dessus le marché. Donc, on voit bien que l'insécurité juridique fait que même quand on veut l'employer directement, eh bien, on ne peut pas le faire et on nous met un certain nombre de bâtons dans les roues. Donc voilà pourquoi, et l'article 2 a été, je me souviens, puisqu'à cette époque-là, je crois que le rapporteur était M. Lamassoure, si je me souviens bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des anciens qui pourraient me le dire, mais il avait été explicité, puisque certains avaient voulu mettre dans l'article 2 quelque chose comme « dans le respect des langues régionales ». Et on leur avait dit « mais non, mais ce n'est pas la peine ». L'article 2, il est contre l'intrusion de l'anglais et contre l'hégémonisme de l'anglais. Et en fait, quand on regarde de près, l'article 2, il a servi à quoi? Il a servi essentiellement à lutter contre les langues régionales. Donc, c'est-à-dire contre notre patrimoine linguistique. Drôle de finalité, finalement. Donc, je vous remercie.